Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être là pour la 5e fois. Je commence. Personne ne sait d'où ils viennent, où ils vont, ni pour quelles raisons ils ont pris le chemin de la perpétuelle errance, ni depuis quand. Ils ne sont pas armés, mais ils font peur, car ils sont pauvres. À leur passage, il vaut donc mieux sceller les portes. Dès la moitié du XVe siècle, une miniature décorant la chronique de la ville de Spitz par Diebold Schilling l'Ancien les représente devant les murailles d'une ville suisse. Ils sont vêtus d'une manière peu commune, les hommes coiffés d'un bonnet aigu, marchant à l'avant, les femmes enturbanées, enfants au cou, les suivent. Leurs habits sont bigarrés et leur teint bassané. Ils forment un groupe compact. Leur ouvrira-t-elle ses portes, la ville fortifiée? L'inscription accompagnant la miniature n'en dit rien de précis, mais laisse peu de doute quant au dénouement de ce drôle de siège. On y apprend que l'armée des Gueux, se trouvant devant Berne, est formée par, et je cite en traduisant, par des incroyants noirs et baptisés. Il est difficile de leur attribuer un nom précis. Aujourd'hui encore, mon nomenclature s'avère souvent insuffisante et incommode. Faut-il parler de bohémiens, de gitans, tziganes, de roms, de sinti, de manouches, ou bien simplement des gens du voyage? À l'époque de leur première apparition en Europe occidentale, les choses étaient encore plus compliquées. On les appelait alors Sarrasins, Tartares, Nubiens, Éthiopiens ou Assyriens. Parfois, ils furent confondus avec les Juifs et même avec les Morisques. Puis, on les nomma Égyptiens avec une transformation rapide en gypsies ou en gitans, en imaginant qu'ils étaient issus du nord de l'Afrique ou bien d'une incertaine petite Égypte située dans le Péloponnèse. Jouissant d'un statut spécial en Bohême, on les appela Bohémiens. À raison de leur provenance des anciennes provinces de l'Empire byzantin, un appellatif grec leur fut attribué à Singanoi, les intouchables, ce qui donnera par un effet de virelangue Dzingari, Dzingaros, Tsianos, Tchingani, Tzigoyne, Tzigane. L'arrivée le 11 octobre 1421 à Arras d'une troupe de personnages exotiques, à défaut d'une identification concrète, fut consignée dans le registre communal sous le titre, je cite, « Merveilles venues d'étrangers du pays d'Égypte ». 6 ans plus tard, on est le 17 août 1427, ils atteignent Paris. Et je cite d'un texte avec, disons, la phonaison plus ou moins originale, qui dit le suivant, « Ils vinrent le 17e jour d'août, l'an 1427, les 12 de Vendée, le jour 5 de Saint-Décolas, de Saint-Jean d'Écolas, vint le commun, lequel on ne laissa point entrer dans Paris, mais par justice furent logés à la chapelle Saint-Denis. N'était point plus en tout d'hommes, de femmes, d'enfants, de sang, ou 6-20 ou environ. Les hommes étaient très noirs, les cheveux crépés, les plus laids de femmes que l'on peut voir, les plus noirs, tout avaient le visage déplayé, cheveux noirs, comme la queue d'un cheval, pour toute robe une vieille soie très grosse, d'un lien de drap ou de corde liée sous l'épaule, dessus un pauvre roquet ou chemise pour tout pareillement. Bref, c'étaient les plus pauvres créatures que l'on voit venir en France d'âge d'homme. Intrigué, le même se déplace depuis la ville pour contempler à ses portes, porte de Saint-Denis, l'autre. Si la curiosité presse, la marginalisation rassure. Il est nécessaire de confiner l'image de la pauvreté avant d'en jouir. Il est difficile d'immobiliser, de fixer cet être insaisissable qu'est le migrant. La construction de son iconographie en est la preuve. Les premières figurations dues à des artistes occidentaux révèlent d'une part les difficultés à cerner, sans filtre et sans appui, une singularité. D'autre part, elles témoignent des difficultés taxonomiques
conduisant à d'impressionnantes manifestations d'altérité interconnectées. Tzigane, incroyant, turc, peut-on lire sur l'une des plus anciens dessins représentant une femme de cette bizarre ethnie. Apparemment, les singularités fusionnent entre elles pour engendrer un tout désigné comme altérité. L'exclusion génère une opération d'inclusion, mais elle concerne en réalité le brassage des différences. Ces caractéristiques sont exploitées par Dürer sans se douter qu'il était en train de forger un nouvel imaginaire. Peu avant 1500, Dürer réalisa une gravure qui fut longtemps considérée comme une famille turque. Les couvre-chefs des deux personnages justifient peut-être l'équivoque, vite démenti par le teint bassané de l'homme et par l'allure de la femme. Lui emboîtant le pas, et elle va pieds nus, un enfant dans les bras, le visage découvert, le sein dénudé. Au début du XVIe siècle, tout à coup, l'imaginaire explose. Le cycle des tapisseries de Tournai, illustrant selon la tradition l'histoire de Karabara, dite des Égyptiens, suggère au premier abord une atmosphère idyllique. Il a été récemment étudié d'une façon exemplaire par Denis Brunat, ce qui justifie mon raccourci. On y voit des gens vivant en pleine nature. Une mère nourrit ses enfants, une autre les lave, plus loin des hommes désaltèrent le chevaux. On joue de la flûte traversière ou on fait sonner la corne. Une jeune fille danse en exhibant impudemment sa jambe et sa poitrine. Poussés par la curiosité, des gens se sont aventurés hors de la ville pour venir à leur rencontre. On peut en effet apercevoir des nobles personnages instaurer un dialogue avec les Égyptiens. Leur tenue élégante contraste avec l'accoutrement bariolé des migrants vêtus des pourpoints à large jupe, turban, manteau jaune, rouge et bleu, ou bien riant en diagonale. Les seigneurs et les dames en visite se laissent envoûter par le spectacle. Certains tendent leurs mains en se laissant lire la bonne aventure. Un couple est tellement pris par les virevolts de la petite danseuse qu'au même moment où un gamin à moitié nu en profite pour voler la bourse. Par sa richesse, le cycle de Tournai fait figure à part. Il anticipe tous les lieux communs d'un imaginaire qui ne tardera pas à s'enrichir avec le temps. La figure de l'Égyptien restera néanmoins mystérieuse et sera soumise à de multiples tentatives de codification. La plus simple d'entre elles détient une origine ethnographique, alors qu'une autre, plus complexe, est vouée à faire une place à l'étranger dans les rangs du canon occidental. On tente, dans les deux cas, de capturer et de maîtriser une altérité mobile, dynamique et fuyante. Il ne sera pas rare que ces deux démarches, que j'appellerai ethnographiques, la première, et iconographique, la seconde, communiquent et se correspondent réciproquement. L'effort d'encadrement ethnographique le plus clair est celui offert par l'écrit de Cesare Vecellio intitulé « Des vêtements anciens et modernes », publié à Venise en 1590, avec des gravures de Christophe Krieger. Dans la seconde partie du livre, traitant des habits d'Asie, Vecellio consacre une page importante à la tzigane orientale. Comme toutes les autres gravures illustrant le traité, celle-ci est entourée par un riche décor d'Hermès et de grotesques. C'est une manière de souligner la prise d'image et l'utilisation d'un cadrage essentiellement occidental. Dans notre cas, ce que j'appellerais la mise en cadre est particulièrement significatif, car le texte explicatif débute et clôt sur la même caractéristique de la Cingana. Elles sont, dit le texte, toujours en mouvement, non stanno mai ferme, et errent sans cesse, così vanno vagando. Je cite maintenant l'inscription qui accompagne la gravure. Bohémiennes de l'Orient ou femmes errantes, les tziganes et bohémiennes ne restent jamais longtemps dans le même lieu, mais tous les 2 ou 3 jours, elles changent de résidence. Leur coiffure est une espèce de diadème en bois léger, couvert de longues bandes de toile. Leurs chemises aux jolis dessins de soie et d'or, de couleurs variées, longues jusqu'aux pieds, ont des manches larges, ouvragées et brodées.
un manteau qui tombe sur les pieds est fixé à l'épaule gauche et va passer sous l'autre bras. Les cheveux flottent sur les épaules. C'est ainsi qu'elle court le monde, portant d'ordinaire un enfant qui est retenu par quelques bandes d'étoffe passées autour du cou. L'encadrement ethnographique opéré par le précis de Vecellio engendrera une tentative de fixation canonique de la figure de la femme errante. Le mécanisme d'assimilation et de transformation est assez simple, mais non moins significatif. Comment devient-on nomade? Pour répondre à cette question, il importe de cerner le rôle de l'exil dans le cadre du projet divin. Ainsi, ne faut-il pas trop s'étonner si les nouveaux venus sur les routes de l'Europe furent intégrés dans un système d'interprétation emprunté aux sources de tradition biblique. La démarche fut facilitée par le fait que la figure de la maternité errante et celle du chemin faisaient partie depuis des siècles de l'iconosphère chrétienne. Or, la scène qui traditionnellement englobe maternité et exode, en sacralisant l'errance et la fuite en Égypte. La voilà reformulée en un tournement. De multiples légendes concernant l'origine même de la damnation des Bohémiens circulaient à l'époque. Elle était mise en rapport avec le refus de certains Égyptiens de donner asile à la Sainte Famille à la recherche d'un toit. Leur propre vagabondage ne serait ainsi qu'une façon d'expier une ancienne faute. L'iconographie de la fuite en Égypte intègre parfois cette légende en montrant le dialogue entre la Vierge Marie et une Égyptienne sans cœur. Comme dans cette toile de Paris Bordone, et on est environ 1530. Mais l'existence au XVIe et au XVIIe siècle d'une multitude de madones tziganes et des fuites en Égypte, où la Vierge elle-même apparaît sous les traits égyptiens, témoigne d'un effet d'adoption et d'assimilation plus profonde. Le tableau réalisé par Giovanni Andrea Ansaldo, que vous voyez à droite, réalisé vers 1620, se distingue par la reprise qu'il opère ouvertement de la gravure de la Cingana orientale par Cesare Vecellio et Christopher Krieger. Tous les détails vestimentaires mentionnés par le manuel sont là, mais réutilisés en tant qu'attribut de la Vierge en Exode. La façon dont ce peintre intègre la suggestion ethnographique dans le contexte iconographique mérite toute notre attention. On remarquera d'abord qu'à la différence de l'effort d'ancrage visible dans la gravure, le tableau relève d'une tentative évidente de dynamisation. La Vierge tzigane, ou faut-il plutôt dire la Vierge égyptienne, est ici une présence monumentale et active. Plus qu'occuper le champ de l'image, comme le fait son modèle graphique, elle le traverse. La silhouette d'un Saint Joseph minuscule, vu au second plan, est en mouvement. Un bout de pied au premier plan suggère l'avancée, un lambeau de manteau, l'élan. Le regard de la Vierge égyptienne interpelle. La question reste ouverte quant à savoir jusqu'à quel point il implique le spectateur en attirant son attention sur l'aura sacrée de la migration et de l'exil. Les phénomènes d'hybridation sont démontrés par des multiples procédés. Ainsi, le tableau créé par le Corrège vers 1517, nommé traditionnellement la Zingarella, invite à la réflexion. Cette jeune mère, pieds nus, coiffée d'un chiffon turbané et cajolant son enfant, pourrait être une bohémienne. Or, la présence d'Angelo ne nous permet pas cette affirmation. Par ailleurs, si Saint Joseph y avait été représenté, même au loin, cela aurait suffi pour y voir une variante de la fuite en Égypte. Néanmoins, cet indice manque. Dès lors, de quoi s'agit-il? La réponse la plus adéquate est probablement donnée par l'inventaire de la collection Farnèse de Parme qui assimila le tableau à, et maintenant je cite de cet inventaire, un portrait de la Madone en habit de tzigane, de la main du Corrège, avec cadre de noix et rideaux de velours vert. Malgré son ambiguïté, cette inscription est d'une véritable éloquence. Il s'agit bien d'une représentation de la Vierge, mais d'une Vierge en habit tzigane. En forçant les termes d'une manière relative uniquement, cela signifie une représentation costumée, une représentation déguisée. C'est l'un des exemples les plus significatifs d'absorption de l'altérité dans le canon érigé par la tradition.
Le cadre de bois précieux, le riche rideau vert dont l'œuvre était originellement munie et que l'inventaire n'oublia pas de mentionner, étaient les signes extérieurs de cette intégration. Or, ce phénomène ne se produisit pas sans accroc. En témoigne la fascination de Federico Borromeo, qui en commanda une copie pour sa pinacothèque de Milan. Dans son écrit intitulé Musaeum, publié en 1625, le collectionneur en livra un commentaire pour le moins ambigu. Maintenant, je cite cette entrée du musée de Borromeo. La beauté de cette œuvre fut dégradée par l'artiste qui enfreint les lois de la convenance en attribuant à la petite Laronne égyptienne l'aspect de la Vierge. Dans cette glose, le problème du déguisement émerge à nouveau, sauf qu'il est inversé. Si dans l'inventaire des Farnèse, vous vous rappelez, la Madone est représentée en tzigane, dans la collection Borromeo, nous dit le passage, c'est l'égyptienne qui est présentée en Madone. Entre les lignes, on décèle encore deux choses. L'usurpation d'identité équivaut à un vol. Et c'est justement l'entorse du décorum qui confère à cette œuvre un caractère transgressif et par là intéressant. D'autres œuvres et sources documentaires témoignent d'un processus d'assimilation semblable. Le tableau de Giorgione, connu aujourd'hui sous le nom de La Tempête, en est l'exemple le plus célèbre. Marc-Antonio Michiel le vit au début du XVIe siècle dans la collection Vendramine de Venise. Il le mentionne dans ses notices comme, je cite, « la petite toile représentant une tempête avec une tzigane et un soldat. El paesetto in tela come la tempesta, come la cingana e soldato, fo demande Zorzi da Castelfranco. » Peu de tableaux dans toute l'histoire de l'art ont fait l'objet d'autant d'essais d'interprétation. Beaucoup d'encre a coulé à cause de la cingana également. La culture de Giorgione était très riche, on le sait, et le goût de ses commanditaires et collectionneurs pour les mystères figuratifs si raffinés que toute tentative de déchiffrement définitif et univoque de l'œuvre semble être d'emblée vouée à l'échec. Le paesetto est parsemé de ruines, le fond déploie des architectures sophistiquées. Par ailleurs, le rapport entre le jeune homme de gauche et la femme allaitante à droite reste obscur. Il est néanmoins nécessaire de nous interroger sur l'identification de cette dernière avec une cingana. D'où proviennent le savoir et l'assurance de Michiel? Cette fois-ci, les informations données par la parure n'ont pas pu lui venir en aide ou le conduire vers cette identification si tranchée. De façon paradoxale, c'est justement l'absence de vêtements en synergie avec l'allaitement en pleine nature qui aurait pu constituer la motivation principale de l'association entrevue par Michiel. Malheureusement, les commentaires ne s'attaquent pas sur la signification de l'analogie. Ce seront plutôt les œuvres satellites gravitant autour de cet astre mystérieux qui est la tempête qui apporteront certains éléments supplémentaires quant au sens original de l'œuvre, ou du moins quant à sa réception critique. Le Ferrare Dossodossi était l'un des peintres ayant repris avec aplomb et originalité, jusqu'au marge de la charge peut-être, les suggestions de la peinture de Giorgione. Or, il préféra d'apaiser le mystère de certaines toiles du maître vénitien, on le voit, en réduisant à des formules plus intelligibles. Un exemple éloquent dans ce contexte est cette sainte famille du Detroit Institute of Art. L'inspiration giorgionesque et la présence en filigrane de la tempête laissent peu de doute, de même que les permutations auxquelles a été soumis le tableau souche. L'œuvre de Dossodossi ne contient ni soldat, ni cingana. Il n'y a pas de distance entre les deux personnages principaux. Saint Joseph barbu et la Vierge Marie en turbané occupent le centre de la composition, les yeux rivés sur le divin enfant. Mais la ville surgissant à l'horizon et le feuillage, qui lui fait partiellement écran, proviennent de la tempête, de même que les deux colonnes de droite. S'il est difficile de leur attribuer une fonction tectonique précise, leur valeur de signal est claire. Elle signifie que cette Sainte Famille, plus exactement le repos de la Sainte Famille pendant la fuite en Égypte, a été conçue à partir de Giorgione et dévoile ainsi tout un travail comportant agglutination, transformation et déplacement. La mystérieuse toile représentant une tempête avec une tzigane et un soldat a été ainsi partiellement trahi à l'aide d'une reformulation iconographique cohérente et par là publiquement accessible.
Les signes identitaires se meuvent et se transforment. Cette vierge munie d'un turban déguise la Tingana en vierge égyptienne. Je voudrais maintenant m'arrêter avec un peu plus d'insistance sur l'imaginaire tzigane autour de 1600, qui me semble nous offrir une riche matière de réflexion. L'hybridation domine sans doute les premières expériences d'intégration. Bientôt, on cherche à positionner la figure de l'altérité la plus récente de l'imaginaire occidental. La cristallisation et les avatars de l'iconographie de la diseuse de Bonaventure, par exemple, en sont la manifestation la plus significative. Les plus anciennes sources mentionnent la chiromancie en tant que pratique définitoire de l'ethnie des Égyptiens, ce qui engendra rapidement de multiples figurations. Les tapisseries de Tournai, que j'ai eu déjà l'occasion de citer, ainsi que les œuvres dues à Hans Burgmeier ou même à Hieronymus Bosch ou à Peter Bruegel, en témoignent. La nouveauté de la démarche figurative qui émerge à la fin du XVIe et fleurit au siècle suivant est constituée par deux aspects. Il s'agit du cadrage serré de l'image et de son érotisation. Ils engendrent apparemment des conséquences différentes, mais sont liés en réalité dans un rapport étroit. La première à en faire objet de ces recherches picturales fut le Caravage. On lui doit deux versions de la diseuse de Bonaventure. Une à Louvre, que vous connaissez bien, c'est en haut, et l'autre à Rome. En dépit de certaines différences, elles sont apparentées par la focalisation en gros plan de la rencontre entre un jeune élégant cavalier et une jeune et belle bohémienne. Le tableau du Louvre, aux dimensions plus réduites, est aussi le plus concentré. Les deux personnages, vus à mi-corps, occupent presque tout l'espace de la représentation. En l'absence de tout élément de paysage ou d'architecture, le spectateur ne reçoit aucune information quant au lieu de la scène. La seule certitude est qu'elle advient, pour ainsi dire, sous ses yeux. L'éclairage intense provenant de gauche met à nu des détails. Le visage, plutôt poupin du jeune homme, ses boucles s'échappant du chapeau à plumes, sa belle mise. Le fait que la bohémienne ait le visage partiellement en ombre renforce la nuance basanée de son teint. Elle porte un turban blanc sur sa chevelure brune en désordre, une chemise blanche à col brodé et une cape de type schiavine nouée seulement à l'une des épaules. Elle tient la main droite du jeune homme et le dévisage. La composition en gros plan dirige forcément notre propre attention vers les détails de ce récit minimaliste, c'est-à-dire vers les jeux des regards et celui des mains. C'est ici qu'un premier élément vient troubler notre perception. La bohémienne, qui devrait lire le sort du jeune homme dans les lignes de sa main, se montre plutôt intéressée par les traits de son visage. Aux yeux d'un observateur peu attentif, l'incohérence peut passer presque inaperçue. On les constate en effet en lisant l'une des premières descriptions du tableau que Gian Pietro Bellori consacra dans ses vies des peintres modernes de 1672, bien commenté par Jean-Pierre Cusin dans plusieurs études qu'il consacra à ce tableau. Le Caravage, dit Bellori, aurait peint une tzingana, et je cite maintenant, en train de dire la bonne aventure, comme ont coutume ces femmes de race égyptienne. Il y fit un jeune homme qui pose la main gantée sur son épée et tend l'autre découverte à la femme qui la tient et la regarde, dit Bellori. L'inexactitude du biographe s'explique probablement en grande partie par le caractère inattendu que le Caravage assigne à la mise en scène d'un topos. En bref, Bellori nous décrit ce dont il se rappelait ou qu'il croyait avoir vu au détriment de ce que le tableau montre vraiment. Un autre commentateur, par contre, l'amateur Giulio Mancini, affine à l'extrême son examen au point de discerner dans le tableau le presque indiscernable.
Dans ses Considerazioni sulla pittura, rédigé autour de 1620, mais publié beaucoup plus tard, il note que, d'une façon un peu prolixe, c'était pas fait pour la publication, il note que la Zingaretta montre sa fourberie avec un fin sourire en ôtant l'anneau du jeune homme, tandis que ce dernier démontre son ingénuité et son inclination amoureuse pour la beauté de la petite bohémienne qui lui dit la bonne aventure et lui enlève son anneau. Il faut s'arrêter un instant. Il est évident, il me semble, que Mancini considère ce tableau d'une façon très spéciale, lui assignant des fins détails liés plutôt à une projection imaginative. Son commentaire engendre une histoire indépendante qui glose en marge du tableau et s'organise autour de la tension psychologique entre ruse et naïveté. Dans ce commentaire récit, le détail de la bague volée, que Mancini mentionne 2 fois, vous l'avez vu, est en effet le résultat d'un dépassement de la contemplation. Ce qui est visible concrètement tend vers l'infinitésimal, perceptible, voire vers l'invisible. Le détail dévoilé est issu du regard de Mancini et non de l'œuvre. En pénétrant dans le tableau, il en creuse tant le centre que le sens. Le second thème introduit par Mancini dans son bref commentaire, celui du désir amoureux, sera exploité plus ou moins à la même époque par certains artistes, notamment dans un beau dessin attribué au Guerchin qui se trouve au cabinet des dessins du Louvre. Il s'agit d'une étude conçue pour un tableau à figure entière qui, selon toute probabilité, ne fut jamais réalisé. Sur la rencontre du cavalier et de la bohémienne flotte un petit dieu de l'amour qui, les yeux bandés, s'apprête à lancer ses flèches. Or, la variante érotique la plus importante de ce récit de rencontre ne nous est pas révélée dans la peinture, mais dans la poésie. Dans le 15e chant de l'Adonis de Giovan Battista Marino, de 1623, et Marino était d'ailleurs l'un des grands amis du Caravage, le thème de la bonne aventure reçoit un traitement détaillé à l'aide d'un déguisement mythologique. Je résume. Chez Marino, c'est la Vénus elle-même, travestie en égyptienne, Barbara Donna, dit-il, en me infinata, et accompagnée d'un enfant qui apparaît devant Adonis à la croisée des chemins, dans un endroit où ombre et lumière se disputent la prééminence. Paré de satin rayé et d'autres accoutrements étranges, barbareschi maudits, cette bellissima zingara s'empare de la main droite du jeune homme, blanche comme la neige, dit le texte, et lui prédit l'avenir. À cela, elle prend subitement un grand plaisir et prende nel toccare l'alto di letto. Un flux semble la traverser, tandis que le jeune homme ne peut plus détacher son regard de cette grande magicienne. Jusqu'ici le résumé. Une synergie plurisensorielle est établie et atteint son climax dans la scène où le voile sombre, il fosco velo, qui couvrit la déesse, se déchire. À cet instant, les bras du jeune amoureux se font chaîne dans une mémorable étreinte qui confond les deux amoureux en un unique être. Dans cette scène, Marino transcende visiblement tout ce que l'œuvre du Caravage ou du Guerchin aurait pu suggérer, en se rapportant selon toute probabilité à d'autres sources visuelles qu'il font avec une grande liberté dans sa variante poétique et mythologique de la rencontre amoureuse. Le poète semble marier les solutions venant de la bonne aventure du Caravage avec les représentations symboliques des fiançailles, je vous en montre une, et à celles offertes par les allégories du toucher, telles qu'elles furent forgées justement à l'époque où le Caravage réalisait son tableau et le Guerchin son dessin. L'accolade chaîne, les regards qui fondent et se confondent, le baiser qui unit, voilà des thèmes que l'imagination poétique et la culture visuelle de Marino permettent de projeter sur un tableau, devenant par là le prétexte et le sous-texte d'un poème.
Les commentaires primitifs, dont celui de Bellori, celui de Mancini, mais aussi l'invention poétique de Marino, témoignent du défi généré par une représentation en gros plan polarisée entre jeu de main et jeu de regard. En interrogeant le contexte historique de l'invention liminaire du Caravage, il faudra tenir compte du fait suivant. Certaines sources ont mis en avant le paradoxe d'une telle pratique. En effet, le don des bohémiennes, très souvent mis en doute, relèverait surtout de la psychologie empirique. Afin de deviner le passé et prédire le futur, était privilégiée l'observation du visage au détriment de celle des mains. Il ne s'agit pas du tout, affirment les plus critiques, d'un savoir spécialisé codifié depuis longtemps par d'anciens traités de chiromancie et de physiognomonie. Je vous en montre quelques illustrations, mais d'un savoir purement intuitif et par conséquent d'une supercherie. Or, pour mettre en marche une supercherie, il faut être au moins deux. Et c'est ici que le sens de la pratique de la bonne aventure révèle toute son épaisseur. La divination conçue selon le rituel bohémien était le résultat d'un pacte tacite entre le représentant d'une culture pour laquelle passé et avenir sont des notions phares, notre culture, je dirais, la culture du même, et le représentant d'une culture autre qui fait du présent sa seule et unique valeur. L'envie de connaître l'avenir se paye par le présent. Toute diseuse de bonne aventure, on le sait encore aujourd'hui, demande à l'avance son argent, gage de ce pacte. Chez le Caravage, ce gage manque. C'est alors que Mancini y subvient en transgressant le visible. Je vous rappelle, citation, « La petite bohémienne dit la bonne aventure et enlève l'anneau ». Les enjeux du commentaire bellorien sont tout autres. Et je cite encore une fois. Il parle de la Zingana, en train de lire la bonne aventure, comme on coutume ces femmes de race égyptienne. Il fit un jeune homme qui pose la main gantée sur son épée, étant l'autre découverte à la femme qui la tient et la regarde. Son oubli est compréhensible, surtout si l'on tient compte du fait que cette œuvre intéresse moins pour ses détails que pour sa portée programmatique. Pour ce biographe, donc pour Bellori, et je reviens à lui, qui est en même temps l'un des plus importants théoriciens de l'art de son temps, la diseuse de bonne aventure est un tableau manifeste, et ça c'est important. La page qui lui consacre dans Les vies des peintres modernes, bien que connue et maintes fois commentée, mérite d'être relue et analysée encore une fois avec attention. Je le ferai très brièvement, et je résume. Arrivé jeune à Rome, le Caravage vit dans la misère et sans adresse fixe, senza recapito, dit Bellori, il passe par divers ateliers, peint des natures mortes et développe sa propre vision chromatique. C'est à cet instant, selon le biographe, qu'une nouvelle esthétique commence à se cristalliser. Elle se révélera pour la première fois, je souligne, justement dans le tableau représentant la diseuse de Bonaventure. Maintenant, je donne encore une fois une citation cadre. Bellori dit le suivant, « Ne proposant à son pinceau que l'imitation de la nature, il ne regardait pas et même dépréciait les merveilleux marbres de l'Antiquité et les peintures si célèbres de Raphaël en se proposant la nature comme seul objet de ses pinceaux. Les plus fameuses statues de Phidias ou de Glycon lui ayant un jour été proposées comme objet d'étude, il se contenta pour toute réponse de montrer la foule d'un geste de la main. Il voulait par là faire comprendre que la nature l'avait ainsi pourvu de mettre à suffisance. Et pour donner autorité à ses paroles, il appela une bohémienne qui passait par hasard dans la rue, una zingana che passava a caso per strada, et l'ayant conduite à son auberge, il fit son portrait. Il la représenta en train de dire la bonne aventure, comme on le coutume les sages femmes magiciens, et dans ces deux figures, il traduisit si bien le vrai que ses prétentions se trouvèrent justifiées. Bien que le texte constitue une énième légende d'artiste, vous l'avez sans doute perçu, il est important de bien cerner son apport. Le récit bellorien décrit le trajet menant du choix du modèle à la réalisation du tableau. Le premier acte, celui de la rencontre fortuite dans la rue, relève d'une réalité spécifique à l'époque du Caravage. Le migrant avait désormais franchi le seuil interdit de la ville qui devient désormais l'un de ses domaines d'errance.
On réalise mieux les enjeux de cette lente avancée en corroborant la lecture des sources écrites aux témoignages iconographiques. La chronique de la ville de Spitz, datant de 1485, et le frontispice de l'autre côté des Cingaresche, qu'un Alfonso Tosi publia à Bologne en 1611, révèlent de nettes différences. Alors que la miniature suisse, que j'ai montrée déjà une fois, met en scène l'ostracisme, le frontispice de Tosi prône une présence. La Cingara est devenue un personnage monumental de la scène citadine. Or, le langage de l'image, tout autant que le contenu de cet écrit, mérite une attention particulière. Il expose d'une façon très simple les différentes façons de dire la bonne aventure. On comprend alors qu'au début du XVIIe siècle, la Zingana avait accédé à la ville tout en conservant son statut marginal. La page de titre la représente, sombre présence au milieu d'une rue, observée par une femme se trouvant au piano nobile d'une habitation. La distance entre intérieur et extérieur, bien reformulée, est encore en vigueur. Le petit catalogue des situations divinatoires déployé par le texte du frontispice nous apprend les diverses modalités de prédire l'avenir. Vous le voyez, à la fenêtre, sur le seuil de la porte, considérant le visage, examinant les lignes de la main. L'énumération des seuils et l'enchaînement des approches sont frappants. Revenons au scénario de réalisation plein d'enseignements exposé par Bellori. Le Caravage apparemment trouve son modèle dans la rue, acte démonstratif d'une esthétique réaliste, le conduit dans son logis-atelier et lui fait le portrait en imaginant une scène topique, celle de la bonne aventure. On en apprend en revanche sur la provenance de l'autre personnage, on apprend peu en revanche sur la provenance de l'autre personnage du récit, le jeune homme. La description de sa mise en scène est certes détaillée mais défaillante. Le biographe décrit surtout ses mains, en spécifiant d'une façon plus inattentive le fait que l'une d'entre elles reste gantée sur l'épée, c'est-à-dire, dirions-nous aujourd'hui, sur son instrument de pouvoir, tandis que l'autre est offerte dénudée, sans défense, porge scoperta alla Zingana. C'est à cet instant qu'intervient le lapsus qui dédaigne la fondamentale bifurcation sensorielle et la richissime intrigue visuelle offerte par ce tableau. Pour la première fois dans l'histoire, le rapport de l'autre au même est exposé au carrefour du contact et de la vision. Par ailleurs, Bellori manque ou contourne peut-être la nouveauté majeure de cette œuvre, en l'occurrence la synergie, si chère d'ailleurs au Caravage, de la vue et du toucher. En revanche, on peut suivre sans faille Bellori lorsqu'il affirme que ce dispositif visuel réussit à capter de façon exemplaire la vérité. Le biographe tente de rattacher l'art du Caravage à une tradition autre, représentée par l'un des peintres mythiques de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, le légendaire Eupompos. Et je donne encore une citation de Bellori, qui est le texte fondamental pour bien cerner cette œuvre charnière à son tour. Michel-Ange Caravage, Michele traduisit, dit-il, dans ces deux demi-figures si directement la vérité qu'il réussit à confirmer ses dits. On peut lire quelque chose de semblable à propos du peintre ancien Eupompos, même si le temps ne me permet pas de m'attarder maintenant sur les mérites ou les démérites de telle opinion. Et parce qu'il n'aspirait qu'à l'excellence de la couleur, afin que l'incarnat, la peau, le sang, la surface naturelle semble vrai, il ne dirigeait son œil et son savoir que vers ces aspects en négligeant les autres idées artistiques. Tout comme son maître, comme son mythique ancêtre, le Caravage apparaît dans ce passage comme un peintre de la surface chromatique qui fait redoubler l'apparence palpitante des corps et engage l'œil. Il y a quelque chose de magique dans cette opération d'illusionnisme extrême. Et ce n'est sans doute pas un hasard si les tout premiers commentaires de la diseuse de Bonaventure soulignent ce fait dans des textes poétiques au croisement du paradoxe et de la préciosité. Bien avant que Montini et Bellori ne livrent leurs considérations et le chevalier Marino sa glose,
Gaspare Murtola avait consacré dans son recueil de rimes, qui est de 1603, un madrigal à la Cingara du Caravage. Je cite ce madrigal dans une traduction approximative française. « Je ne sais qui est le plus ensorceleur, ou la femme que tu feins, ou toi qui la peins. Celle-ci est prête à nous dérober, avec ses doux enchantements, notre cœur et notre sang. Tu fais que peindre, on la voit vivante, et aux yeux des autres, frémissante. » Peindre, feindre est une quasi-homonymie issue d'une longue tradition. Elle préside la formation du calembour central, au cœur duquel s'organisent tous les madrigals. Le peintre, tout comme la bohémienne, est un manipulateur d'apparence. Bellori suggère que le langage du Caravage se forme en marge du canon, à la périphérie du système social, tandis que Murtola, dans le madrigal que je viens de citer, le proclame maître du leur. Le Caravage serait par là, pourrait-on dire, un peintre zingano, inventeur d'une peinture zingana. Or, il faut prendre en considération que cette peinture, quoique alternative, plut, bien qu'elle ne fût pas du goût de tout le monde. Gian Lorenzo Bernini, par exemple, considéra la Cingana du Caravage comme un pauvre tableau sans esprit ni invention. Des amateurs d'art importants de la Rome, au tournant du 1600, eurent pourtant une toute autre opinion et se laissèrent envoûter par ce tour de passe-passe pictural. L'existence des deux versions de la Bonaventure nous le démontre. Ce ne sera pas la première fois que le Caravage obéira à ce qu'on pourrait appeler la demande du marché, en réalisant le double d'une œuvre pour satisfaire vraisemblablement l'envie d'un collectionneur concurrent. Les débats des spécialistes concernant la relation entre les deux Bonaventures, celle du Louvre et celle du musée du Capitole de Rome, ainsi que leur datation respective, n'ont abouti, à mon opinion, à aucun résultat convaincant. Néanmoins, il me semble nécessaire de souligner le fait que le peintre utilisa des modèles différents pour chacune des deux compositions, en dépit de l'identité thématique et de la similarité du cadrage. Cela montre que le Caravage pratiquait, tel que les sources le mentionnaient, une peinture ayant l'esempio davanti del naturale, et je cite une autre source. Par rapport au tableau du Louvre, vous voyez dans la partie supérieure, la mise en scène de la version de Rome présente des écarts minimes. La forte ressemblance des vêtements portés par ces modèles distincts donne l'impression d'un déguisement ad hoc advenu dans l'atelier. Le point de vue diffère un peu et la régie des lumières aussi. Or, le changement le plus important concerne l'interaction des personnages. Dans le tableau de Rome, la Zingara se détache légèrement du jeune homme, dans la partie inférieure, comme pour le dévisager plus attentivement. Ensuite, le contraste des complexions est moins perceptible dans la nuance des deux teints, comme c'est le cas dans le tableau du Louvre. Il apparaît surtout dans la réalisation chromatique des mains. Blanches sont celles du jeune homme, brunes celles de la bohémienne. Le tableau de Rome fit partie, on le sait, de l'une des plus grandes collections de peinture italienne du début du XVIIe siècle, celle du cardinal Del Monte, qui fut aussi l'un des mécènes les plus importants du Caravage. Dans l'inventaire de cette collection, daté de 1627, et je reviens encore une fois aux documents pour les lire ou les relire, dans l'inventaire de cette collection est mentionné, le tableau est mentionné, et je cite, comme une bohémienne par Caravage avec un cadre noir de 5 palmes. La réduction opérée par ces notices est frappante. Seule la Zingara est nommée. Le personnage masculin se trouvant ainsi relégué au second plan. Le jeune homme, de même que l'action divinatrice de la Bonaventure, font, je dirais, office d'accessoire, voire d'attribut d'un seul et unique protagoniste. Dans le même inventaire est répertorié un autre tableau du même maître. Je cite, « Un jeu de mains par le Caravage avec un cadre noir de 5 palmes ». Récemment, on identifia cette œuvre par d'autres sources avec les tricheurs du Kimball Art Museum du Fort Worth dans le Texas.
La coïncidence des dimensions de la Zingana et du Gioco di Mano et leur voisinage dans l'inventaire del Monte ont conduit à l'hypothèse que ces deux tableaux étaient exposés ensemble, en pendant. Considérons à notre tour les enjeux de ce double dispositif. Le tableau de Fort Worth propose une scène à trois personnages vus dans un premier plan rapproché. Comme il est habituel dans ce genre de composition, le jeu de regard et celui des mains constituent le centre de la trame narrative et l'inventaire del Monte le saisissait assez bien. Plus que dans d'autres compositions, à mezze figure, y compris la Bonaventure, les tensions créées ici se distinguent par le fait que mains et regard mettent en scène un leurre. Le jeune homme, habillé en vêtements de velours noir qui laisse émerger un col et des manches d'une fine dentelle, est plongé dans l'examen de ses cartes. Le garçon qui lui fait face, veste rayée et plumes colorées à son chapeau, nous tourne le dos. Sa position nous permet néanmoins de suivre son regard, rivé sur le visage de son compagnon et d'être témoin de sa fraude. Nous voyons en effet comment il est en train d'extraire de sa ceinture la carte qui vraisemblablement lui permettra de gagner la partie. Dans sa tromperie, il est secondé par l'homme barbu qui surveille le jeu et qui lui fait signe de sa main droite. Le gant troué est sans doute un subterfuge permettant l'agilité des gestes. Il révèle son importance d'autant plus qu'il s'associe à l'habile manœuvre de ce jeune complice. L'œil écarquillé et l'ouverture des gants forment un extraordinaire et double emblème du leurre. Jeu de regard et jeu de doigts se correspondent et se complètent. Le barbu est un des personnages les plus remarquables de toute la création du Caravage. Si l'on devine à son teint bassané, un bohémien, il manque des traits distinctifs chez son jeune complice. Leur entente secrète est suggérée par la tension de la scène et notamment par d'autres attributs, dont les vêtements rayés, particularité qui, dans le code visuel de l'époque, caractérisait l'accoutrement des voyous et des brigands. Il s'agit d'ailleurs d'une époque à laquelle les notions même de zingaro ou d'égyptiens, de gypsies ou de gitans commencent à être remises en question. Ils ne sont qu'une illusion, un leurre, un fantasme polymorphe et plurivalent, disent certains, sous lesquels s'occulte une association hétéroclite d'exclus, voire de malfaiteurs, qui n'hésitent parfois pas à se noircir le visage afin de tromper. Les tableaux pendants du Caravage, séparés lors de la vente de la collection del Monte, engendrèrent pourtant une riche postérité, dont l'un des éléments les plus significatifs est le fusionnement des deux thématiques, celle de la bonne aventure et celle de la tricherie, en une seule et unique image. Je m'arrêterai encore pour un instant avant de terminer sur ce double dispositif et sur la fusion. Le principal responsable de cette démarche d'agglutination fut probablement Bartolomeo Manfredi, et son succès fut considérable, car l'usage de ce schéma dépassa vite les frontières de l'Italie. Nicolas Régnier, pour donner un exemple encore, dans un tableau daté au début des années 20 du XVIIe siècle, nous livre une formule un peu forcée de cette scène composite. L'épisode de la bonne aventure est relégué au second plan à droite. La bohémienne au visage hâlé contraste vivement avec son client qui, tout en nous tournant le dos, exhibe sa blancheur, la blancheur de sa peau et la richesse de ses vêtements. La partie gauche du tableau est occupée par plusieurs personnages assis autour d'une table jouant aux cartes. Leurs attitudes sont vagues et peuvent paraître décousues. Sur l'avant-scène, une belle courtisane exhibe son généreux décolleté et montre ses cartes aux spectateurs. À côté d'elle, un soldat à l'armure étincelante et au riche panache s'adonne à la triche. L'élégant jeune homme, à l'autre bout de la table, dirige son regard ailleurs, ce qui permet à sa voisine de reluquer ses cartes. On ne sait pas exactement à qui est adressé le signe fait de la main gauche par cette femme, mais on commence néanmoins à réaliser le véritable rapport qui lie tous ces personnages, dont certains sont cachés dans l'ombre profonde du dernier plan.
Cette œuvre nous livre le thème du leurre généralisé de la tromperie à valeur universelle. Même en le considérant avec attention, l'agencement des fraudes garde ici quelque chose de flou. Le grand exploit du peintre est mis en valeur et se manifeste dans la façon dont il maîtrise les vertus illusionnistes, on pourrait dire, du pinceau, capable de simuler tant la brillance du métal que l'éclat d'une carnation ou le chatoiement de la soie. Le goût pour les expériences narratives domine la peinture dite caravagiste. Dans le cas de la mise en scène de la Bonaventure, ce fait s'est traduit par l'abandon de la confrontation duale primitif, clairement inauguré par le Caravage, au nom de la multiplication des personnages et des actions. Georges Latour ne fait pas exception à cette règle. Il aborde, comme tant de ses collègues de génération, les deux thèmes apparentés, celle de la divination trompeuse et celle de la tricherie, même si, à la différence d'autres peintres, il préfère utiliser deux toiles séparées. Sa diseuse de Bonaventure du Metropolitan Museum de New York est, en raison de son historique mouvementé, également l'un des tableaux les plus discutés et commentés de Georges Latour. L'altération subie par la toile du côté gauche empêche aujourd'hui la perception de la symétrie initiale recherchée par le peintre. En réalité, le dessein de Georges Latour était de donner au jeune homme la place centrale dans un récit à 5 personnages. Il est seul, au milieu des bohémiennes. La relation duale et tactile si importante chez le Caravage s'est effilée en ouvrant la voie à d'autres tensions. Les mains ne se touchent pas et les gestes, comme les regards, sont suspendus. Le jeune homme tend la main. La vieille bohémienne empoigne le gage de divination sans paraître tout à fait satisfaite. Cette pièce est-elle insuffisante ou factice? Qu'elle ne s'en soucie point, une autre bohémienne, à l'affût, intervient en cachette pour s'assurer du gain en s'apparant, pour toute éventualité, d'une breloque d'or. Toutes ces manœuvres forment le noyau du récit. C'est comme si le gioco di mani des scènes de tricherie s'était déplacé en intégrant et en centralisant un autre contexte narratif. Le thème de la dextérité manuelle se voit secondé et renforcé par l'action se déroulant du côté gauche de la toile, là où une bohémienne enlève délicatement la bourse du jeune homme pour la remettre à sa belle voisine. Entre les gestes et le regard subsiste apparemment un désaccord, habilement orchestré, des syncopes, adroitement calculées. Deux lignes mélodiques se superposent et s'entrecroisent dans cette composition parsemée d'entrelacs, lacets, chaînes, attaches, tresses et nœuds. Le peintre déploie tout son savoir physiognomonique pour marquer des types, signaliser des différences et établir des corrélations. La Bonaventure de Georges Latour offre par là une des plus belles et riches panoplies d'études ethniques que le XVIIe siècle nous a transmises. Cependant, le grand mérite du peintre a été celui de mettre son don d'observateur au service d'une composition maîtresse. On peut ainsi aisément percevoir la valeur de la chemise brodée portée par la première figure de gauche. Il s'agit presque d'une déclaration de virtuosité qui permet néanmoins la mise en valeur au second plan du profil de camée de la belle égyptienne. D'autres détails viennent renforcer cette légère glissade d'un simple regard à la généralisation chargée de signification. Le visage de la femme, occupant la partie centrale, fausse gitane, gitane blanche, comme des récentes études l'ont suggéré, tend à acquérir les dimensions d'un paradigme. La pureté de l'ovale, topos auquel Latour fera appeler dans d'autres œuvres également, contient une dimension inquiétante. Quelle contradiction plus profonde peut-il y avoir que celle entre le masque d'idole de la femme et la mobilité rapace de ses mains? Quitte de celui entre la blancheur de son épiderme et la peau tannée et ridée de la femme de l'extrême droite. Le dialogue des contrastes vise loin.
En effet, la vieille bohémienne se trouve engagée dans un véritable rapport formel avec le profil de l'extrême gauche, une correspondance des formes qui semble se traduire immédiatement dans un discours moral. Ces deux personnages s'apparentent par la couleur de leur peau, mais une boucle adroitement formée nous rappelle que leurs places sont réversibles. Les deux figures sont le reflet l'une de l'autre dans le miroir du temps. Pris dans le cercle des leurs, le garçon désireux de connaître le secret de son avenir nous est présenté comme le personnage central d'un apologue. Son regard oblique redouble celui de sa voisine. L'autre observe le même à son tour observe l'autre. Il s'agit là d'une incarnation de l'identité dans l'univers de la différence devenue menaçante. Si le Caravage avait inventé la rencontre, Georges Latour réinvente la distance. Le contact s'est brisé et rappelle avec force le dilemme qui continuera à dominer l'imaginaire des temps modernes sans entrevoir une issue. L'attrait de l'autre, la peur de l'autre. Permettez-moi 2 mots en guise de conclusion, après 5 semaines de travail commun. Arrivé à la fin d'un périple, un regard rétrospectif s'impose. Notre incursion dans l'imaginaire de l'altérité aura confirmé, par-delà anathème et utopie, 2 conclusions importantes. La première concerne le fait que l'iconosphère de l'altérité est le pic visible où se joue, dans un équilibre toujours renouvelé, une négociation et une ébullition continue. Le second résultat est de nature plus personnelle, ayant trait à toute expérience de fin de voyage, au retour de chez l'autre et de façon irrévocable. Personne n'est plus tout à fait le même. Merci beaucoup.